bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Mais surtout, merci d'avoir encore choisi votre canal d'information Téler TV. Téler TV, comme vous le savez, c'est l'information au cœur de la Renaissance. Je suis Christian Perrin. Je reçois aujourd'hui à Colombe-Golay la tante d'une des victimes du nouveau drame survenu au commissariat central de Brazzaville le 5 novembre dernier, où 6 Congolais ont trouvé la mort dans les geôles de ce commissariat, parmi lesquels le jeune Brandon que vous avez en image ici. Voilà qui sera au centre de notre entrevue avec Colombe-Golay. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Bonjour Colombe. Bonjour. Je suis très hésitant quant à vous poser la question de savoir comment vous allez, mais pourtant, il faut bien que je vous la pose. Comment allez-vous? Réponse mitigée au vu de la situation, mais on peut dire que ça va. On peut dire que ça va. Alors, nous vous recevons aujourd'hui, et merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation, c'est pour nous parler de votre neveu. Il s'agit de Brandon Curtis. Exactement, oui. Voilà, qui a trouvé la mort parmi les 6 qui ont succombé, s'il faut le dire comme ça, mais qui sont décédés dans les cellules du commissariat central de Brazzaville. Je dis bien commissariat central de Brazzaville parce que les gens reconnaîtront facilement de quoi l'on parle. Parce que, évidemment, aujourd'hui, il y a une autre appellation. Il s'agit du commandement, je crois, de la police de Brazzaville. Mais parlons, entre guillemets, du commissariat central de Brazzaville. L'événement est survenu le 5 novembre, où nous apprenons que 6 Congolais ont trouvé la mort dans les cellules de ce commissariat. Et parmi ces 6 victimes, il y a votre neveu. Comment avez-vous appris l'information? Donc, comment j'ai appris l'information? Donc, en fait, c'était assez long parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en date du 3 novembre, j'ai ma petite sœur qui m'a appelée pour me dire elle venait d'apprendre que notre neveu que notre neveu s'était fait arrêter avec 7 de ses amis, alors qu'ils étaient donc en fait chez son ami en train de manger la veille à 21h. Donc, lorsqu'elle nous a appelé pour nous donner l'information, on était assez surpris. Déjà, donc, de savoir qu'il avait été arrêté. Et quand on lui a demandé la raison de cette arrestation, elle était incapable de nous donner la raison parce qu'elle-même, elle ne savait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, ils étaient en train de manger, il y a eu une descente de police et ils se sont fait embarquer. Et donc, nous, étant donné que notre neveu était majeur, il avait 26 ans, il habitait seul. Donc, on n'a pas pu avoir l'information le jour même. Personne n'a pu nous communiquer l'information. On a appris, donc, au fait, la nouvelle concernant cette arrestation le lendemain, en fin de journée, par un ami à lui. Et on n'a malheureusement pas pu, donc, les membres de ma famille n'ont malheureusement pas pu se rendre au commissariat central le jour même. Ils y sont allés le lendemain. Et donc, le lendemain, le 4. Voilà, donc le 4, où mon grand frère, donc le père de Brandon, l'a vu. Il lui a apporté de quoi manger, de quoi boire, en le rassurant et en l'informant qu'on allait le faire sortir le lendemain, donc le 5, à 9h. Et malheureusement, le 5, on n'a jamais eu de nouvelles de lui. Il n'est pas sorti. Lorsque les membres de ma famille se sont rendus au commissariat pour avoir des nouvelles, la première réaction du policier, donc au fait, à qui ma petite sœur s'est adressée, c'était Elek, c'est pas un Camerounais cet enfant? Et ma sœur s'est offusquée, elle dit non, ce n'est pas un Camerounais, c'est un Qui Congolais. pose cette question, vous avez dit, le policier qui le Le reçoit au policier commissariat qui, là-bas? bon, exactement, oui. Donc, elle a été offusquée, elle dit non, ce n'est pas un Congolais. Elek, c'est un nom congolais. C'est pas un Camerounais. Elek, c'est un nom congolais. Donc, mon neveu est bien congolais. Et normalement, il était question qu'on le fasse sortir ce matin. Mais il y a déjà des membres de ma famille qui sont passés ce matin. On ne l'a pas trouvé. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Et ce n'est qu'à ce moment-là, donc au fait qu'ils sont partis euh, dans les cellules, ils ont commencé à l'appeler, à appeler Elek Brandon, Elek Brandon, mais personne ne répondait. Et c'est à ce moment-là qu'une personne qui était incarcérée, qui était retenue là, donc au fait, a répondu au policier en disant, mais il fait partie des personnes que vous avez fait sortir ce matin.
Il fait partie des personnes que vous avez sorties ce matin. Il n'a pas Exactement. donné plus de détails. Était-elle vivante ou Non, il morte? n'a pas, il a pas donné plus de détails. C'est la seule chose que cette personne a dit. Suite à quoi, ma sœur a répondu, OK. Donc, j'apprends bien donc, au fait que vous l'avez fait sortir. Dans ce cas, si vous l'avez fait sortir, c'était pour le conduire où? Est-ce que vous l'avez remis en liberté? L'avez-vous conduit à un endroit en particulier? Ils ne voulaient pas lui répondre. Et là, ma petite sœur leur dit, notre oncle est passé ce matin. Vous avez dit à notre oncle que certains détenus avaient été placés en quarantaine, notamment lui. Non, moi, j'aimerais savoir, pour quelle raison l'avez-vous placé en quarantaine? Vous connaissez la personne qui a dit à son père que certaines personnes avaient été placées en quarantaine. C'est le responsable du commissariat ou un policier comme ça? C'est un policier. Ce que je sais, c'est que c'est notre oncle qui était parti le matin parce que c'est lui qui devait le faire sortir à 9 heures. Lorsqu'il est parti, il a posé la question, il a dit, je viens pour faire sortir mon neveu. On lui a dit, non, 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 il ne peut pas sortir pour le moment parce qu'il a été placé en quarantaine avec d'autres détenus. En quarantaine, pourquoi? On ne vous a pas dit? Lorsque ma petite sœur leur a posé la question, elle, quand elle arrivait, elle a posé la question, dans ce cas, s'il a été placé en quarantaine, c'est pour quelle raison? Avait-il été détecté positif au Covid? Était-il malade? Est-ce qu'il y avait un élément particulier qui vous avait poussé à le mettre en quarantaine? Ils n'ont pas su répondre. Ils lui ont juste demandé de rentrer dans le bureau du chef et que le chef allait la recevoir. Et elle était un peu en panique, elle a commencé à crier, elle a commencé à hurler en Pourquoi? demandant des explications, en disant Elle non, moi pressentait je veux quelque savoir. chose? Elle sentait qu'il y avait quelque chose, vu que toutes les personnes, tous les policiers qui avaient devant elle n'arrivaient pas à la regarder dans les yeux. Ils étaient fuyants. Il y en a qui lui disaient carrément, écoutez, madame, nous, on ne peut pas vous répondre. Il n'y a que le chef qui peut vous répondre. Suite à quoi, ma petite sœur leur demande, pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui qui peut me répondre? Je ne comprends pas. Lorsque vous l'avez incarcéré, c'était bien des policiers lambda qui l'avaient incarcéré. Pourquoi un policier lambda? Donc, pourquoi vous ne pouvez pas me répondre? Pourquoi cette réponse ne peut venir que du chef? Mais même lorsqu'il parle du chef, je sais qu'il y a une hiérarchisation. C'est de quel chef il s'agit? Le patron du commissariat, c'est-à-dire le commissaire central, ou bien c'est un responsable département? On ne leur a pas dit non plus. On ne leur a pas dit. Franchement, on ne leur a pas dit. Tout ce qu'on a dit à ma sœur, c'est ce que je vous répète, c'est le chef qui pourra vous répondre. Je ne connais pas son nom. Personnellement, je ne connais pas son nom, je ne connais pas son grade. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a fait rentrer dans un bureau. Peu de temps après, notre grand frère, donc le père de Brandon, ainsi qu'un cousin sont arrivés. Et ils ont posé les mêmes questions que ma sœur. Où est notre enfant? Et ils ont eu la même réponse, attendez le chef. Et comme notre cousin fait également partie de la police, donc il s'est levé, il a pris des policiers sur le côté, leur a dit, écoutez, je fais partie de la maison. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Si vous lui avez fait quelque chose ou encore si s'est passé quelque chose, on veut le savoir. Si vous ne pouvez pas le dire directement, euh, donc au fait à ma famille, vous pouvez me le dire à moi. Je suis de la maison. Et donc, ce policier a également appelé mon frère. Ils n'ont pas voulu que ma petite sœur aille avec eux. Ils se sont mis dans un coin. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le fameux chef est arrivé et qui leur dit, ah oui, vous venez pour Elec. Il a fait un malaise. Il avait fait un malaise. Et mon frère lui répond, ben, comment se fait-il qu'il ait fait un malaise? Il a fait un malaise, est-ce que vous l'avez emmené à l'hôpital? Et s'il a fait un malaise, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Parce que j'étais ici hier, j'ai laissé mes coordonnées auprès de vos services, auprès des agents qui étaient là, en disant bien que s'il y avait un souci ou quoi que ce soit, qu'on m'appelle. J'ai même précisé que qu'on viendrait le récupérer ce matin. Que s'est-il passé? Et là, il lui dit juste, bah, écoutez, il a fait un malaise. Et ma petite sœur est venue, elle a essayé de mettre un peu la pression. Elle leur a dit, écoutez, Brandon, c'est moi qui m'en occupe. Il n'était pas malade, il n'avait rien, donc je ne comprends pas de quel genre de malaise vous parlez. Dites-moi, où est notre enfant? Mais quand ils disent qu'il a fait un malaise, cela veut dire qu'on a dû le conduire quelque part, soit à l'hôpital, et ils C'est ne vous ont pas dit exactement là ça. où on l'avait conduit. Voilà, donc en fait, ma soeur a dit, s'il avait fait un malaise, ben, dites-nous, s'il est à l'hôpital, dans quel hôpital l'avez-vous conduit? Et là, le monsieur, il ne répondait pas.
Il ne répondait pas. Il les a juste demandé de le suivre dans un autre bureau. Il a pris un bout de papier sur lequel il a noté des références et il leur a tendu. Et ma petite sœur voit le papier, elle demande, mais qu'est-ce que c'est? Il lui dit, non, c'est la référence du casier dans lequel vous allez trouver, euh, vous allez trouver votre enfant. Et ma petite sœur a commencé à crier. Et elle lui a dit, donc, au fait, vous l'avez tué. Ils n'ont pas répondu. Ils ont juste dit, madame, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que voilà, vous vouliez savoir où est-ce qu'il est, ben voilà là où vous allez le trouver. Et donc, ma petite sœur leur a redemandé, vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Parce que je ne comprends pas. S'il a fait un malaise, vous auriez dû l'emmener à l'hôpital. Vous auriez dû au moins nous appeler. Mais pourquoi attendre 15 heures donc, de l'après-midi que nous venions à vous pour que vous puissiez nous informer qu'il est à la morgue? Ils n'ont pas voulu répondre. En tout cas, ce fameux chef n'a pas voulu répondre. Donc, ma sœur, donc les membres de ma famille, les trois, résignés, ben, se sont retournés, ils sont partis. Ils sont partis à la morgue. En arrivant sur Oui, pendant place, que nous arrivons à la morgue, où j'ai semblé vous entendre dire, lorsque votre sœur est arrivée là-bas pour chercher à retrouver donc Brandon, les policiers se sont mis à appeler votre neveu. c'est ça, dans le Et commissariat. voilà, en train d'appeler un peu partout. Et cela veut dire qu'il n'y a pas eu un manifeste, c'est-à-dire quand on les a arrêtés, il n'y a pas un manifeste qui établit que voilà, monsieur Untel est dans telle cellule, arrêté tel jour, comme ça se passe d'habitude. Ce manifeste n'était pas là ou ça n'existe pas? D'après ce que je sais, en tout cas, moi, personnellement, d'après ce que je sais, c'est que lorsqu'ils ont été interpellés le 21 au soir, ils avaient premièrement été conduits au Comus, où ils sont restés toute la nuit, et le lendemain, ils ont été transférés au commissariat central. Mais je sais qu'entre les deux, entre leur arrivée au Comus et leur transfert au commissariat central, on leur a fait signer de force, sous contrainte, un procès verbal. Ils ne voulaient pas le signer, ils étaient 8, ils ne voulaient pas signer ce procès verbal. Ils ont été frappés, ils ont été tapés par la police et on les a obligés, donc ils ont signé ces procès-verbaux sous contrainte. Et c'est des procès-verbaux dans lesquels ils reconnaissaient être des vendeurs, des grossistes de chanvre, des vendeurs grossistes de chanvre. Alors que sur eux, lorsqu'ils les ont interpellés ce jour-là, ils étaient en train de manger, ils ont effectué une fouille sur Et eux donc, ça veut dire que sous la pression, on demande à ces jeunes de signer les procès-verbaux sans présence d'avocat comme pour reconnaître que c'est des grossistes comment vous avez appelé ça, de chanvre. de chanvre. Et au départ, ils ont résisté. Après qu'on les a battus, ils étaient obligés de signer. C'est cela. Exactement cela, oui. Alors que Alors, sur eux, déjà, vous donc au fait, arrivez, vous arrivez à la morgue. Qu'est-ce que ça donne? non, en arrivant à la morgue, il y avait plusieurs corps. Il y avait 6 corps qui étaient à même le sol, les uns sur les autres. Donc, lorsque ma petite sœur est rentrée, elle a demandé, elle s'attendait à le voir dans un casier, vu qu'on on lui avait communiqué la référence du casier. Donc, en arrivant sur place, elle tend le papier au monsieur de la morgue. Le monsieur lui dit, ah non, non, on ne les a pas encore mis dans le casier parce qu'on attendait que la famille vienne, qu'elle reconnaisse le corps, qu'elle puisse payer avant qu'on puisse mettre les corps dans des casiers. Donc, Et donc, elle jusque-là, si j'ai bien compris, ben, c'est les questions qui me viennent comme ça. Il faut que je les pose avant que je perde un peu l'idée. Et donc, on vous a tendu un bout de papier sur lequel était mentionnée une référence. On vous dit, c'est là que vous allez retrouver votre enfant, c'est ça, supposé à la morgue. exactement, oui. Donc, à la morgue du CHU. Vous arrivez à la morgue du CHU, vous vous rendez compte que finalement, il n'est pas dans un casier donné. Donc, cela Non, veut dire que là aussi, il y a eu mensonge. On a exactement, oui. juste voulu vous demander, allez-y, regardez à la mort si vous pouvez retrouver le corps de votre enfant. Oui, après, ça donne quoi? Vous Ça retrouvez donne quoi? les Donc six là, corps ou les 6 cadavres, oui. le monsieur lui montre 6 corps qui étaient à même le sol, entassés les uns sur les autres. Mhm. Et il lui dit, ben, allez-y. Et ma soeur lui dit, écoutez, déjà, c'est des hommes, je ne peux pas les déplacer, j'aurais besoin d'aide. Donc, c'est le monsieur de la mort qui a commencé à déplacer les corps les uns après les autres pour lui permettre, donc, au fait d'identifier.
C'était pas le premier, c'était pas le deuxième, mais il était vraiment en dessous de la pile. Et là, donc, au fait, elle a formellement identifié, il était tout en bas. Il avait même l'un de ses bras qui était, donc, au fait, coincé sous un caisson. Et donc, au fait, dès qu'elle a vu, elle a montré, donc, au fait, au monsieur de la morgue qu'il a effectivement retourné. Et quand il a retourné, elle a confirmé effectivement que c'était lui. Malgré, donc, au fait, l'état dans lequel il était, elle a quand même réussi à le reconnaître. Voilà. Quand vous dites l'état dans lequel il était, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez observé? Déjà, donc, au fait, il était totalement, au fait, il était dénudé, il était juste en caleçon, un caleçon a priori qui ne lui appartenait pas. Il a été retrouvé les jambes croisées, donc une jambe au-dessus de l'autre, comme ça. Les bras tendus au-dessus de la tête, donc comme ça, bien dressés, avec les poings fermés. Il avait les yeux révulsés, donc les yeux qui regardaient vers le haut, la bouche ouverte avec les dents serrées. Et il y avait une certaine rigidité cadavérique qui faisait que le corps était déjà bien raide, ce qui dénotait qu'il était mort déjà depuis plusieurs heures. Parce que le monsieur de la mort, lorsqu'il a voulu Donc, ça veut dire mort depuis plusieurs heures, dans cette posture-là, les dans mains cette tendues, posture-là, les jambes croisées, ça dénote quand même quelque chose. C'est comme quelqu'un qui, en fait, a été pendu, s'il faut le dire comme ça. Parce que comment les bras peuvent être tendus, les jambes croisées, et puis les yeux relevés, comme vous avez dit tout à l'heure. c'est exactement ça, oui. C'est ce qui nous interpelle, au fait, c'est le détail, au fait, qui nous chiffonne lorsqu'on entend l'intervention du ministre de la Communication qui nous parle de 6 décès liés à des étouffements. Une personne morte suite à des étouffements n'aurait pas pu être retrouvée dans cette position-là. Parce que cette position-là, pour moi, je n'ai même pas besoin d'être médecin. Je n'ai même pas besoin d'être, au fait, d'avoir fait un bac plus 20 pour réaliser donc, au fait, qu'il avait bien été retenu, pendu, donc au fait, la tête en l'air, les pieds en bas, et que par la suite, il a certainement dû être frappé. C'est vrai que sur lui, donc au fait, on ne pouvait pas voir. Donc à ce moment-là, ma soeur était trop choquée pour essayer de chercher des détails de coups et autres, mais rien que cette posture, ça prouve déjà une personne dans une cellule qui meurt étouffée, elle ne peut pas être dans cette position-là. C'est tout simplement impossible. Et donc, il n'y avait pas d'autres marques sur le corps ou sur les autres corps pour signifier que finalement, ils ont été victimes d'une violence bien avant leur décès. Bien sûr que si. Ce que ma petite sœur a vu, dans tous les cas, lorsqu'ils étaient en train de retirer les corps progressivement, avant qu'elle puisse tomber sur celui de notre neveu, elle a vu donc au fait un corps d'un jeune homme, d'un jeune homme qui avait du sang qui coulait de la bouche. Le sang était encore frais. On sentait que lui, ça faisait pas très longtemps qu'il était décédé, mais il avait encore du sang qui coulait de sa bouche. Il y en avait un autre, donc au fait, qui était recouvert quand même de marques sur lui, de coups. Ma petite sœur a même posé la question au monsieur de la mort, mais comment ça se fait donc en fait qu'il ait encore du sang quasiment frais qui sort de la bouche? Et le monsieur de la mort lui a dit, bah, écoutez, ce matin, on nous a rapporté 6 corps. Parmi ces 6 corps, il y avait une personne qui n'était pas décédée. Nous avons demandé, Donc, qui il a dit, respirait encore, qui bougeait encore, c'est ça. voilà, il y avait une personne qui respirait encore, qui était encore vivante. Donc, le monsieur de la mort qui s'adressait à ma soeur, donc lui a dit, j'ai interpellé les policiers. J'ai dit aux policiers qu'il était encore en vie. Je leur ai demandé de le conduire à l'hôpital pour lui sauver la vie. Mais suite à quoi, les policiers lui ont dit non, 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 il est bien mort, il peut rester. Le monsieur de la morgue a insisté, il a dit je ne peux pas garder quelqu'un de vivant parce que la morgue n'est pas un lieu pour les vivants. Et les policiers, suite à l'insistance du monsieur de la morgue, ils ont repris cette personne-là, ils sont partis avec. Pendant environ 20 voire 30 minutes maximum, ils sont revenus avec le corps inanimé de la personne en disant avant qu'on arrive à l'hôpital, il était déjà mort, donc on le ramène. Et quand ils l'ont ramené, effectivement, il a constaté que cette personne avait maintenant des coups sur elle et il a aussitôt su que cette personne, on ne l'avait pas ramenée à l'hôpital comme il avait demandé. Et donc, vous disiez tout à l'heure, la réaction aussi dans la version donnée par le gouvernement congolais à travers, bien entendu, son porte-parole, Thierry Mongala, ne vous convainc pas du tout. Parlons de l'étouffement. En fait, ça ne nous convainc absolument pas. Je ne sais pas quelle personne, ne fût-ce qu'un minimum instruite,
peut croire à ce genre d'explication. Je m'explique. Lorsque les détenus sont décédés à Chacona en 2018, le message, le communiqué donc au fait du gouvernement, du porte-parole du gouvernement a été le suivant. Ils sont décédés suite à des étouffements liés à une surpopulation carcérale. En 2021, 6 personnes décèdent dans les locaux du commissariat de police. Il vient et il redit exactement la même chose. Des personnes sont décédées et ces décès sont liés à des étouffements à cause d'une surpopulation. C'est tout simplement impossible. Une personne qui a du sang qui coule de sa bouche ne peut pas être morte uniquement d'étouffement. Une personne qui porte sur elle des marques ne peut pas être décédée d'étouffement. Une personne telle que mon neveu, dans l'état dans lequel on l'a trouvé, ne peut pas être morte d'étouffement. Alors, cela étant, après, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que la police vous a dit après avoir constaté tout cela? Vous êtes reparti vers le commissariat central. Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Bien sûr, donc au fait, les membres de ma famille sont repartis donc au fait auprès du commissariat central pour 2 raisons. La première étant donc au fait pour leur demander, parce qu'ils ont également eux la possibilité de faire signer une réquisition à des fins d'autopsie. Suite à cette demande, il leur a été notifié un refus. Et deuxièmement, donc au fait, on a voulu récupérer les effets personnels de notre neveu. C'est vraiment la partie qui me laisse vraiment dubitative. Il aura été notifié un refus. Vous avez cherché à savoir pourquoi? Ils ont dit donc au fait qu'ils n'allaient pas le faire, qu'ils ne pouvaient pas le faire, tout simplement. Voilà, qu'ils ne pouvaient pas le faire, tout simplement. Donc au fait, on n'a pas voulu insister. On n'a pas voulu insister. On s'est dit dans ce cas, il faut réellement donc au fait qu'il y ait une procédure légale parce que suite à cela, il y a eu des décès qui ont été constatés. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Aujourd'hui, on ne sait pas. D'accord? Mais ça, je vais revenir dessus dans quelques minutes. Donc, lorsque les membres de ma famille sont partis au commissariat pour récupérer les effets personnels de notre neveu, ils n'ont pas pu récupérer que ce soit ses chaussures, ses habits, son téléphone portable. Ils n'ont rien pu récupérer. On leur a juste demandé de nous restituer sa pièce d'identité afin de nous permettre de faire des procédures. Voilà. Exactement. Oui, tout à fait. Chose étrange, c'est que l'un des policiers, donc lorsque le fameux chef de ce commissariat a appelé les policiers, l'un des policiers a répondu en disant « Ah oui, sa pièce d'identité, je l'ai oubliée chez moi ce matin. » Et là, Comment donc ça? au fait, voilà, les membres de ma famille qui étaient présents lui ont posé la question de savoir, mais comment se fait-il que sa pièce d'identité se retrouve chez vous? Une personne détenue, sinon retenue au commissariat central plus de 24 ou 48 heures, sa pièce d'identité se retrouve au domicile d'un policier. C'est exactement cela. Donc, sa pièce d'identité se retrouve au domicile du policier et on lui demande de s'expliquer. Il dit que c'est quand il est en train de ranger ses dossiers qu'il aurait pris la pièce d'identité par mégarde. Je suis désolée, je n'ai pas non plus besoin donc au fait d'avoir fait des études de droit ou quoi que ce soit pour savoir que lorsqu'une personne, en plus, ce n'était pas un détenu, c'était une personne qui avait été mise en garde à vue. Oui. En garde à vue. Et une garde à vue est censée durer 72 heures maximum. Dans leur cas, ils sont restés plus, dans son cas, il est resté plus de 72 heures déjà. Et non seulement ça, ses effets personnels auraient dû être placés sous scellé, ce qui n'a pas été le cas. Et bizarrement, sa pièce d'identité se retrouve au domicile d'un policier. Et comme quoi, on pouvait aussi utiliser cette pièce-là, aller faire le désordre quelque part et dire que ben, c'est la personne qui était sur les lieux. Exactement, oui. Exactement. Et donc, lorsqu'on a demandé au policier de rapporter la pièce d'identité, il a demandé aux membres de ma famille de lui payer le taxi pour qu'il aille à son domicile récupérer la pièce d'identité et qu'il puisse le rapporter. Donc, ce sont les membres de ma famille qui ont dû payer son déplacement pour qu'il y aille. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer ne juste que sa pièce d'identité, ce qui est totalement aberrant, hallucinant. Je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Donc, si j'ai bien compris, ils ont quand même les véhicules, les BJ qu'on appelle ça, pour aller arrêter les jeunes, mais pour aller chercher une carte d'identité, il faut faire payer le transport aux parents de la victime. Reste à savoir si ce monsieur n'est pas parmi ceux qui sont allés exécuter ces jeunes, je dis bien entre guillemets, parce que ça paraît un peu bizarre quand même. Et la suite, c'est quoi exactement? Vous avez quand même demandé l'autopsie vous-même, même si de l'autre côté, on vous a opposé un refus.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on nous a opposé un reçu au commissariat, les membres de ma famille sont directement partis voir des ONG. On est parti voir des ONG. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous ne nous voilons pas la face. Nous savons comment les choses sont. En fait, le Congo est un pays qui est censé être un pays démocratique, qui est censé être un pays de droit, mais où les droits ne sont absolument pas respectés, où il règle une telle loi de l'omerta qui fait que lorsque vous voulez mener à bien une procédure, vous trouvez porte close partout et plus personne ne veut vous parler. Donc, nous sommes allés voir des ONG afin de nous aider à mettre faire la lumière sur l'affaire, oui. Voilà. Suite à cela, cette ONG a essayé de rentrer en contact avec les autorités. Ils n'ont pas réussi. Donc, ils ont fait une conférence de presse avec une télévision. Je connais plus le nom de la chaîne télé. Donc, ils ont fait une conférence de presse où ils ont présenté les faits, où certains membres de 3 familles concernées ont été donc, au fait, interviewés. Et ce n'est que suite à cette conférence de presse que le ministre de la Communication, donc M. Thierry Mungala, que je cite, a fait également donc, au fait, son fameux communiqué dans lequel il précise, selon lui, les causes de la mort. Donc, l'information que je veux donner, c'est qu'il précise les causes de la mort alors qu'il n'y avait pas eu d'autopsie. Nous, on avait introduit une demande de réquisition qui n'avait même pas encore été signée, mais lui, il connaissait soi-disant déjà les causes de la mort sans autopsie. Mais au-delà de tout, est-ce qu'une enquête a été ouverte? À ce jour, aucune enquête n'a été ouverte parce que si on se réfère au dire du porte-parole du gouvernement, la seule chose qu'il a su dire, c'était les personnes sont mortes suite à une surpopulation carcérale. Nous avons pris la décision de construire des prisons pour désengranger les prisons. Mais il n'a absolument pas parlé de quelconque ouverture d'une enquête. En fait, il n'a absolument pas parlé de la partie juridique. Alors que lorsque des personnes décèdent dans les locaux du commissariat, la responsabilité des policiers est engagée et il y a surtout la responsabilité du chef de ce commissariat. Je suis désolée, aujourd'hui, si je suis responsable d'équipe et qu'il y a un élément de mon équipe, je gère un projet et que ce projet entraîne une catastrophe, la personne qui va porter la responsabilité de cet échec, c'est d'abord moi. Non, en tant que responsable d'équipe, le premier acte que je poserais, ce serait déjà donc, en fait, de me retirer. Mais dans le cas présent, je vois que ce soit le chef de ce commissariat, il ne s'est toujours pas retiré, il n'a même pas démissionné. Il n'y a aucune enquête judiciaire qui a été ouverte. Non, aujourd'hui, nous, tout ce qui nous reste, c'est attendre les résultats de l'autopsie, que j'espère être vraiment le reflet de la réalité et qui ne seront ni altérés ni falsifiés, du moins c'est ce que j'espère, voilà, pour nous permettre de pouvoir mener une action en justice. Étant donné que le gouvernement qui est censé représenter la population, qui est censé défendre les intérêts de la population, n'a pas jugé qu'il était nécessaire de mener une enquête, d'ouvrir une enquête, mais à ce moment-là, on sera obligé, nous, de partir vers la justice. Évidemment, quelles que soient les circonstances, les personnes décédées dans les cellules d'un commissariat, la responsabilité relève naturellement de cette structure. Et curieusement, ici, nous apprenons qu'aucune enquête n'a été diligentée. Et je pense que, comme vous l'avez dit, hein, les ONG, les organisations non gouvernementales, probablement travaillent sur ce sujet, en attendant, bien entendu, connaître ce qui s'est réellement passé. Nous sommes aussi pratiquement à la fin de notre émission, où nous parlons évidemment d'une des victimes qui est d'ailleurs en photo sur notre arrière-plan. C'est le jeune Brandon qui est décédé parmi les 6 victimes, bien entendu, dont on parle ici. Et nous recevions donc sur notre plateau Colombe Gollet, qui est une tante pour la victime Brandon. Probablement que vous avez une préoccupation dont la question n'a pas été posée, c'est l'occasion. Oui, donc aujourd'hui, ma préoccupation première, c'est vraiment de mettre la lumière au fait sur ce qui s'est passé et surtout, donc au fait que ce genre
de catastrophe, parce que pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Ce genre de tragédie ne se reproduisent plus. Parce qu'aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui sont arrêtées dans notre pays de manière totalement arbitraire. Parce que oui, c'était bien une arrestation arbitraire, sans cause réelle, sans cause valable, sans mandat, qui a entraîné la mort de plusieurs personnes. Et donc, ma préoccupation première aujourd'hui, c'est vraiment d'en fait que justice soit rendue, que les réels coupables soient traduits en justice. Quand je parle des réels coupables, ce sont donc en fait les mains qui ont porté des coups, les mains qui ont ôté la vie, et également que la responsabilité de cette personne qui gère ce commissariat. Moi, je ne suis pas là donc au fait pour jeter la pierre sur toute l'institution policière parce que je sais qu'il y a énormément, il y a également des personnes qui font réellement leur travail et qui le font bien. D'accord? Donc, moi, je suis là effectivement pour que ce soit les vrais responsables qui puissent porter la responsabilité de ce qui est arrivé. Et également pour être également la voix pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui. En tout cas, merci Colombe Gollet d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. J'espère vraiment que ça pourra faire avancer les choses. Donc, l'autopsie de notre neveu Brandon est prévue pour ce jeudi et j'espère vraiment en fait, que ça nous permettra de faire la lumière sur tout cela. Probablement que nous y reviendrons pour évidemment analyser les résultats de cette autopsie et la suite, bien sûr, de la situation. À vous, chers téléspectateurs, également, merci d'avoir choisi Télar TV, merci de nous avoir suivis, d'avoir consacré votre temps si précieux. Mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. C'est en cela que vous allez participer, bien entendu, à la liberté d'expression. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer des programmes Télar TV. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.